Je vous retrouve pour la suite du programme du soir sur New World. Bienvenue dans Regard Croisé, le deuxième numéro de cette semaine. Avec nos invités, nous aborderons encore 4 sujets. Nous parlerons d'abord du Nigeria. La Cour suprême examine un appel de l'opposition contre le résultat de la présidentielle. Après, ce sera la Guinée. Interdiction de sortie pour une trentaine de responsables financiers. Après la pause, nous reviendrons pour aborder notre troisième sujet. On parlera là du Kenya, jeune mortel. Un rapport pointe les défaillances de la justice et de la police. Puis nous terminerons bien évidemment par le Togo. Transport public, le gouvernement impose une licence et une autorisation. Et pour en parler ce soir, 3 invités sur ce plateau. Avec moi, Louis Kamako, journaliste et analyste politique. Bonsoir Louis et bienvenue. Bonsoir, chers confrères, bonsoir à toutes et à tous. À côté de vous, Credo Tété, également journaliste au journal Le Médium. Bonsoir Credo et bienvenue. Bonsoir Guillaume et bonsoir à tous ceux qui nous suivent. Notre troisième invité aujourd'hui, Constant Lemou, analyste politique. Bonsoir Constant et bienvenue. Bonsoir Guillaume, bonsoir à Credo Tété et Louis Kabako. Heureux de partager le plateau pour cette émission. Heureux de vous avoir tous sur ce plateau. Avec vous, nous abordons notre premier sujet, direction le Nigeria. La Cour suprême du Nigeria a commencé ce lundi à examiner un appel déposé par le candidat de l'opposition arrivé deuxième à l'élection présidentielle de février et contre la décision de la justice annulant sa requête visant à faire annuler le scrutin. Les juges de la Cour suprême devraient donc se prononcer dans les semaines à venir sur ce dernier appel contestant la victoire du président Bola Ahmed Tinubu lors des élections de février dernier. Atiku Abubakar, candidat du Parti démocratique du peuple PDP, a déposé sa demande d'appel indiquant que le jugement délivré le 6 septembre par la justice nigériane a commis une grave erreur et donc on conteste toujours la victoire du président Bola Ahmed Tinubu, élu en février à la suite du sortant Muhammadu Buhari. Et donc, Bola Ahmed Tinubu n'en a pas encore fini avec les contestations de sa victoire. Un premier recours déposé à la Cour d'appel a été rejeté, mais voilà un autre recours qui est devant les juges de la Cour suprême qui doivent l'examiner et se prononcer d'ici quelques semaines, Credo. Oui, donc c'est une situation qui interroge beaucoup plus, disons, le champ de la démocratie. Donc c'est une expression, également c'est une liberté de saisir les institutions de son pays lorsqu'on se sent, disons, triché. Et je crois que les recours des opposants à Tinubu est recevable en la forme. Maintenant, dans le fond, est-ce que ils auront gain de cause devant la Cour suprême du Nigeria? Donc j'émets beaucoup de réserves en ce sens que en première instance, donc ils ont été déboutés, donc leur recours n'a pas prospéré, bien que la loi leur donne, disons, l'opportunité d'aller à un niveau supérieur qui est la Cour suprême. Mais je crois, je suis un peu sceptique que qu'au niveau de la Cour suprême, après des mois d'exercice du pouvoir, qu'on puisse dire à Tinubu qu'il est mal élu, bien ce n'est pas lui qui a gagné les élections, c'est ouvrir, disons, d'autres portes d'instabilité politique pour le Nigeria. Et lorsqu'on parlera de cette instabilité politique pour le Nigeria, donc il faut insinuer également cette instabilité qui sera à la tête de la présidence de la conférence des chefs d'État de la CEDEAO du moment où le président nigérien est l'actuel président en exercice. Donc là, je suis un peu sceptique. Je ne pense pas que la Cour suprême va essayer de rendre une décision qui puisse contester la légitimité du président Tinubu ou ouvrir des brèches à une instabilité politique même au Nigeria. Alors, Credo, voilà votre position. On reviendra tout à l'heure pour voir laquelle des deux hypothèses sera plus probable dans ce genre de situation. Mais bien avant, Louis, qu'est-ce que vous en dites? Bola Ahmed Tinubu fait face à la justice, ou du moins sa victoire est toujours contestée en justice. Oui, sa victoire est toujours contestée, mais malheureusement, ou bien heureusement, lui continue pas à faire la roue libre, parce que jusque-là, il est président de la République, même si aujourd'hui, on sent qu'il est su pas mal de critiques, et comme vous le disiez, c'est un rebondissement dans cette affaire-là de contestation électorale, même si, comme je le dis, Tinubu
aujourd'hui semble être assis sur un fauteuil éjectable. Je ne vois pas comment est-ce que les institutions ou bien la Cour suprême va certainement donner raison à ces opposants-là, parce que c'est vrai, aujourd'hui, Tinubu, il n'est pas que président de la République du Niger, mais aussi il est le président du Nigeria, mais il est aussi le président de la CEDEAO, une institution sous-régionale. Et donc, si aujourd'hui il n'est plus président du Nigeria, je pense que ça va bouleverser beaucoup de données, non seulement sur le plan national, mais sur le plan international. Et donc, c'est vrai, ils ont fait, les opposants ont déposé recours. C'est pour l'histoire. L'histoire retiendra qu'à un moment donné, eux aussi se sont sentis, en fait, trichés, ou bien ils se sont sentis, en fait, muselés, et ils ont justement essayé de faire entendre leur voix. Et ils l'ont fait. Et parce que, on l'a dit, Tinubu, c'est vrai que unanimement, il ne fait pas l'unanimité, il ne fait pas l'unanimité. Quand vous voyez ce qui est reproché, on dit qu'il n'a pas remporté les élections à Abuja, par exemple, parce qu'on dit qu'il a le suffrage exprimé là-bas est moins de 25%. Donc tout cela aujourd'hui collabore à la thèse selon laquelle il est illégitime. Mais qu'à cela ne tienne, comme je le dis, c'est souvent difficile de voir un président justement qui a démarré son mandat, qui a fait plus qu'un semestre, qui a posé des actes forts sur le continent, d'être recalé en dernier ressort. Et surtout que nous sommes au Nigeria où les faits nous révèlent que depuis 1999, où ce pays-là est revenu à la vraie démocratie, souvenez-vous que le Nigeria a connu des régimes militaires pendant 3 décennies. Donc depuis que cet État est revenu à la démocratie, il n'y a aucune contestation juridique des élections n'a abouti. Donc je ne pense pas que c'est à l'ère de Tinubu. Oui, ce n'est pas à l'ère de Tinubu où la roue va continuer par changer. Alors, Constant Lemou, que dire de cette situation? Bola Ahmed Tinubu, sa victoire toujours contestée plusieurs mois après, et c'est face à la Cour suprême maintenant, ou bien c'est devant la Cour suprême que ses opposants déposent le recours. Oui, la première instance a débouté, comme Credo l'avait dit, la première instance a débouté les plaignants, les 2 candidats qui sont venus en 2e et 3e position. Atikou Abubakar et Peter Obi. Bien sûr, les recours ont été déclarés recevables, sauf que les arguments et les éléments de preuve de contestation de la victoire de Tinubu n'étaient pas suffisants pour que l'élection soit annulée. La demande d'annulation donc n'a pas été acceptée. N'étant pas satisfaits, eh bien, les 2 candidats sont allés et ils ont porté toujours leur réclamation devant la Cour suprême et qui doit maintenant se prononcer en dernier ressort. Ce n'est pas une mauvaise chose que d'épuiser tous les recours pour montrer à l'électorat qu'ils tiennent à leur vérité, ils tiennent à réclamer leur victoire ou du moins l'annulation, même s'ils n'obtiennent pas le résultat, eh bien, l'histoire du Nigeria retiendra. Bien sûr, bien entendu, personne n'espère que la Cour suprême annule les élections. Je me dis personnellement que le système nigérien permettant à celui qui est au candidat déclaré élu de prêter serment, de prendre fonction pendant que l'élection est toujours contesté, ça pose un peu problème et ça coupe les herbes sous les pieds de ceux qui portent plainte. Néanmoins, je l'ai bien dit, c'est mieux d'aller déposer toute la procédure et rester serein et continuer la lutte pour les échéances suivantes. Quel est l'intérêt de cette contestation? D'abord, ils vont occuper, le président Tinubu à toujours se défendre. Il va toujours chercher à se défendre et démontrer qu'il a été vraiment bien élu. Pendant ce temps, soit il néglige la mise en œuvre de son projet de société, parce qu'on l'occupe à se défendre vis-à-vis des élections, soit cela va l'amener à faire plus d'efforts et résoudre quelques problèmes majeurs des Nigérians. Et là, ce sera au bénéfice de l'ensemble des Nigérians. Ça, c'est une très bonne chose. Mais ce qui est sûr,
Cette procédure permet aux contestataires de préparer les prochaines échéances parce qu'ils vont toujours démontrer que l'élection a été mal faite. C'est pourquoi ils n'ont pas été élus. Les résultats auraient été inversés, tenant compte des sondages. Tinubu venait toujours en 3e ou 4e position quand on prend les favoris avant le jour du vote. Tinubu venait pratiquement en 3e ou 4e position. Mais au résultat du vote, Tinubu vient en première position sur 94 millions d'électeurs. 25 millions ont voté et Tinubu a 8 millions. Un peu moins de 9 millions pour être élu, pour gouverner plus de 213 millions de Nigériens. Vous voyez bien que dans l'ensemble, l'élection elle-même s'est mal passée. Le taux de participation étant très très faible, 25 millions de votants pour 94 millions d'inscrits, c'était très très faible. Lorsque vous prenez la personne même de Tinubu qui justifie, ou du moins ses actes administratifs, lorsqu'on prend tout son parcours, qui justifie plusieurs naissances, et l'une des naissances... On n'en est qu'une fois normalement. L'une des naissances montre que il est né par rapport à la date de naissance déclarée dans le dossier de candidature. L'une des naissances montre que Tinubu est né quand il avait déjà 3 ans. Il était né 3 ans plus tôt. Voilà, il est né 3 ans plus tôt avant que sa mère ne l'accouche. Vous voyez que c'est juste pour démontrer par A plus B que la personne de Tinubu même pose problème. Il est plus vieux que l'âge qu'il a déclaré. Et même lorsque vous prenez aussi son parcours depuis sa vie estudiantine aux États-Unis, c'était un dealer déclaré. Soit il ferait, peut-être qu'il s'est converti. Soit il finirait en prison aux États-Unis, ou il devrait écourter son séjour aux États-Unis, revenir au Nigeria et s'intéresser aux affaires. Et vous avez pu aussi lire des dossiers lourds sur lesquels il était mis en accusation, mais jamais il n'a été condamné vu son poids économique, politique et bon, ainsi de suite. Il est resté tel qu'il est. Il n'a pas changé sa façon d'asseoir. Comme on le dit, le chien ne change jamais sa façon de s'asseoir. Bien, je ne sais pas vers quoi il va conduire le Nigeria, mais sur le plan régional, sa première sortie, il a complètement raté. Il a reçu de très mauvais conseils. Vous parlez de son discours en tant que nouveau président en exercice de la CEDEAO. Exactement. Et dans l'affaire du Niger, Tinubu est passé complètement à côté, même si depuis quelques semaines, il tente de se laver les mains comme Ponce Pilate. Eh bien, je pense qu'il a fort à faire. Bon. On reviendra sûrement sur ce sujet. On reviendra peut-être sur Tinubu après. Mais Credo, vous disiez tout à l'heure qu'au regard du poste ou bien de la position actuelle de Tinubu, le déclarer peut-être perdant ou bien annuler son élection serait créer une certaine instabilité. Est-ce à dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas de chance pour Peter Obi ni Atiku Abubakar d'obtenir gain de cause, même si peut-être les arguments qu'ils avancent sont solides? Non, si nous pouvons estimer qu'ils avaient des arguments solides, donc en première instance, ils auraient été déclarés, disons... gagnants. Donc on aurait tranché en leur faveur. Ce n'est pas au niveau de la Cour suprême qu'on va leur donner raison. Vous savez, si c'était en première instance, peut-être qu'on trouverait un mécanisme pour la gouvernance du pays le temps que le ciel s'éclaircit. Donc là, s'ils ne l'ont pas fait, donc ce n'est pas au niveau de la Cour suprême qu'ils vont essayer de mettre l'avenir du pays, de tout faire chambouler, parce que la législation nigériane est claire. Et c'est ce qui fait la différence entre le système anglophone et le système francophone. On serait dans un pays francophone que tous les recours seraient vidés avant même la prestation de serment du président élu en greffe. Maintenant, la législation au niveau du Nigeria permet à ce que le président prête serment, prenne fonction avant que le... Et on continue par étudier les recours. Et on continue par étudier les recours. Donc ça, c'est leur système qui leur est propre. C'est par rapport à leur histoire politique aussi, mais moi je crois que cela participe également au décor de la chose politique dans le pays. Maintenant,
c'est vrai, la dernière élection présidentielle, il y avait eu beaucoup de contingences. C'est vrai, il n'y avait pas assez d'engouement pour la présidentielle de la part même des populations. Les chiffres ont été donnés par M. Lemou, mais est-ce qu'on pourra dire aisément que cela instaure son illégitimité? Non. Du moment où il a eu un pourcentage qui est fort, plus que les autres, donc il a remporté les élections. Maintenant, ce qu'on peut dire, est-ce que il est élu par... On ne peut même pas tabler qu'il est élu par tous les Nigérians, vu le taux de participation qui a été fait. Mais c'est les principes du jeu. Oui, c'est les principes du jeu. Donc, c'est celui qui a le plus gros score qui remporte les élections. Et si on va même dans, disons, la psychose même des élections, des dernières élections présidentielles au Nigeria, du moment où j'y étais, c'est que non seulement le désintérêt, mais c'est que la chose politique a fini par fatiguer, disons, les populations. Et vous savez, il y a eu quelque chose qui n'a pas donné assez d'engouement aux élections, c'est que la monnaie électronique qui a été introduite avant la période électorale, qui a essayé de réguler la période électorale, n'a pas aussi facilité, disons, le vote des populations. Parce que vous savez, au Nigeria, l'élection rime avec de l'argent. Élection rime avec de l'argent. Même des gens, pour sortir, accomplir leur devoir civique, sont des gens qui ont été monnayés, qui ont... Donc ça, c'est l'histoire, c'est leur culture. Maintenant, quand Buhari voulait organiser les élections, donc la monnaie et l'électronique, même pour ceux qui étaient... On a fermé les circuits pour la corruption. Tous les circuits ont été fermés parce que la liquidité ne circulait pas. Est-ce qu'on ne peut pas dire que cela aussi a participé à ce désintérêt, à ce fort taux, disons, oui, d'abstention. Donc là, et aujourd'hui, une chose est claire, Tinubu est élu. Tinubu va continuer son mandat. La Cour suprême va, dans les prochains jours, lui donner quitus et cela va renforcer sa légitimité. Louis, un dernier mot sur cette élection de Tinubu contestée? Oui, Tinubu contesté, mais Tinubu va continuer par gouverner. Parce que, quand on dit, Tinubu, c'est pas n'importe quel choix. Le choix de Mohamed Buhari, quand même, le président sortant. Et c'est aussi ça, en fait, cette façon de faire en Afrique. C'est-à-dire que quand un président sent que légitimement ou bien légalement, il n'a plus le droit de se représenter, il essaie toujours de trouver quelqu'un dans son camp et il impose en fait au peuple. Parce que quelqu'un l'a dit, quand on vous voyait le passé de Tinubu, c'est tout sauf beau. Et donc, nous sommes au Nigeria et quelqu'un disait que la meilleure façon d'empêcher une élection truquée, c'est de savoir truquer soi-même. Donc Tinubu, il était dans cette logique-là, il était un faiseur de rois. Et donc, pour les Nigériens, il est temps que celui qui fait depuis longtemps des rois devienne lui aussi un roi. Et donc, je pense que la dernière élection était une façon pour les Nigériens de le récompenser d'une manière ou d'une autre. Merci beaucoup à vous. Nous allons marquer la première pause et on revient tout de suite pour la suite de cette émission.